Le 14 avril 1944 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un article de François Vineuil intitulé « L'épicerie riche B ». Oui, cet article faisait suite à celui du 7 avril 1944 concernant la polémique avec le producteur Roger Richebé. Cette polémique trouvera son épilogue dans un post-scriptum du 21 avril 1944. Texte intégral. Nous avons laissé la semaine dernière M. Richebé au milieu de ses démêlés avec la critique. J'ai encore à vous entretenir quelque peu de lui. Décidément, cet homme m'inspire. Aussi bien tient-il la vedette. Aux dernières nouvelles, sa nomination de directeur général du comité d'organisation de l'industrie cinématographique serait chose faite. La critique cinématographique de Paris a donc commis un affreux crime. Elle s'est permis de soutenir, dans toute la mesure de ses moyens, quelques films originaux, tant par leur scénario que par leur facture, mais qui, en raison de leur originalité, ne sont pas, commercialement parlant, des affaires toutes cuites. Or, il est notoire que 2 seulement de ces films sont d'une rentabilité assez difficile. Les Visiteurs du soir, qui ont eu un très gros succès public, mais ont coûté cher, trop cher sans doute, sont privés à l'heure actuelle du marché international, où ils triompheraient aussitôt. Et Les Anges du péché, dont le prix de revient a été fort modeste, mais que leur thème psychologique, du reste passionnant, ne rend pas accessible, pour l'instant, à toutes les catégories de spectateurs. Selon M. Richebé, en ne dénonçant pas l'extravagance financière de ces 2 films, la presse fait courir au cinéma français un effroyable danger. Elle le pousse à la faillite et darguer des difficultés de l'heure, des charges fiscales, en effet monstrueuses, qui pèsent sur notre cinéma. Donc, pour M. Richebé, le cinéma français serait dans un tel état d'indigence qu'il ne pourrait même pas s'offrir le très humble luxe de tenter en 2 années 2 expériences qui se sont révélées artistiquement très fécondes. Dans ces conditions, il ne resterait plus, je l'affirme, qu'à boucler tous les studios, toutes les salles, et à se réfugier dans un attentisme mélancolique. Une organisation industrielle qui ne peut s'autoriser la moindre recherche, qui en est réduite à usiner sans arrêt le même modèle, et promise au plus noir déboire. Elle se trouvera bientôt en état de ridicule infériorité devant ses concurrentes moins pusillanimes. À plus forte raison, quand cette industrie est très jeune, en perpétuel renouvellement, comme le cinéma. Avec les calculs de M. Richebé, l'édition française serait condamnée à ne publier que des romans de M. Decobra et leur succès d'année, puisqu'il est avéré qu'il possède une clientèle toute faite, la plus considérable. Au théâtre, le Marius de Pagnol moisirait encore dans quelques tiroirs directoriales, puisqu'en 1929, on n'avait jamais vu une pièce à succès ayant pour thème les mœurs marseillaises. Je n'oublie rien. Appliquée au cinéma, telle est exactement la conception de M. Richebé. Elle demande à être expliquée. M. Richebé, je l'ai dit, est un représentant du cinéma à la petite semaine. Nous connaissons de longue date cette espèce de commerçant, à qui nous devons presque toutes les sottises du cinéma. Ils ne peuvent travailler que sur une seule espèce de camelote, établie au plus bas prix possible, et leur assurant des rentrées immédiates. Ils ont établi, une fois pour toutes, les caractéristiques de cette camelote, dont la Madame Sans-Gêne de la firme Richebé peut être considérée comme le prototype. Ce qui les inquiète si fort dans la critique, c'est qu'elle porte la discussion sur un terrain qui leur est totalement étranger. Quoi ? La critique se permet de placer en tête de ses palmarès des films qui ne sont pas le décalque d'un coquillage du boulevard ayant derrière lui 2000 représentations au théâtre. Des films tournés sans le concours de 10 vedettes réputées commerciales. Des films sans chansons. Des films qui nous montrent de vrais poupons, de vraies jeunes filles. Des films dont le dialogue véridique n'a aucun rapport avec les mots d'Almanach de M. Michel Durand
ou de M. de Letraz. Et cette critique a une audience. Elle agit bel et bien sur la carrière de ces films impossibles, conçus hors de toutes les règles, c'est-à-dire les seules règles que connaisse M. Richebé, peuvent remporter, tel Goupy Main Rouge, un très beau succès financier. C'est à n'y plus rien comprendre. M. Richebé et ses semblables flairent là un danger qui est pour eux d'un ordre quasi métaphysique, comme le sauvage de Papouasie quand il voit passer un avion au-dessus de ses cocotiers. On parle d'originalité, d'imprévu, d'émotion, de charme, de tout ce qu'éprouve un public infiniment moins borné qu'on ne le prétend, bref, de l'art, de tout ce qui a fait depuis les temps les plus reculés la vie de l'art, ses triomphes, à des gens qui sont uniquement capables d'additionner les recettes qu'apporte un Tino Rossi et de refabriquer des Tino Rossi jusqu'à la Saint-Glinglin. Les meilleurs films français de ces 2 dernières années introduisent dans la petite comptabilité de ces messieurs des facteurs pour eux inintelligibles. Dans de telles conditions, le business n'est plus possible. Il ne reste plus qu'un moyen de salut, se liguer contre ces films anormaux, maintenir la production française dans ces cadres du fernandélisme, où le boutiquier se retrouve chez lui, connaît la musique. Par le temps qui court, dans un cinéma contingenté, où aucun ouvrage ne peut être entrepris sans l'octroi d'une licence, cette opération est relativement facile. Le manifeste de M. Richebé l'annonce et l'amorce clairement. J'écrivais ici, au mois de janvier, que nous étions menacés d'un vrai monopole du navet, ces fabricants étant à la veille de régenter le cinéma, de se distribuer entre eux les licences, la pellicule, le droit de travailler seul, si bon leur semble. M. Richebé a tenu à le confirmer par écrit. Son article de Comédia, en effet, ne peut pas avoir d'autre sens. M. Richebé, tout en déniant à la critique la moindre portée, ce qui s'accorde assez mal avec le rôle éminemment funeste qu'il lui attribue, prétend que cette critique ourdit dans sa chapelle une conspiration. Reprenant l'épithète d'un plat individu qui garde sur le cœur l'accueil quasi unanime fait à ses œuvres, M. Richebé parle d'une critique synchronisée. Entendez par là une critique qui obéirait à certains mots d'ordre, dont je serais le distributeur. M. Richebé ne peut évidemment concevoir qu'une dizaine de journalistes, à peu près du même âge, de même goût et de même culture, et devant le même spectacle, des réactions presque semblables. Encore une fois, de tels critères échappent absolument à un Richebé. Pour s'expliquer ce qui lui est et lui sera toujours inintelligible, un jugement, bon ou faux, mais d'ordre artistique, M. Richebé est bien obligé de nous prêter ses propres dessins. Plutôt Dieu, hélas, que la conspiration qu'il croit deviner dans je ne sais quelle ombre exista vraiment. Le succès présent de M. Richebé est dû avant tout à la désunion des créateurs, des artistes, qui font réellement le cinéma français et portent ses destinées. M. Richebé voudrait nous émouvoir sur les producteurs, ceux de son espèce, qui ont mis en jeu leur existence chaque fois qu'ils ont réalisé un film. M. Richebé nous prend-il pour des enfants à la maternelle? A-t-on jamais vu un producteur prendre sa retraite, la mort dans l'âme, se suicider commercialement? Je ne veux tout de même pas croire que M. Richebé veuille entendre que ce producteur se coupe aussi la gorge, parce qu'il a englouti dans une fâcheuse aventure un capital qui, 99 fois sur 100, est fourni par des commanditaires. Faudrait-il rappeler à l'ancien associé du juif Bromberger que le cinéma français grouille de producteurs qui ont fait les plus jolies culbutes financières du monde et n'en continuent pas moins leur métier avec une tranquille désinvolture. J'ai déjà écrit à maintes reprises que le rôle du producteur, qui prend en main les conditions matérielles d'un film, réunit les capitaux, loue les studios, s'il se justifie à merveille quand ce producteur est un animateur,
tend dans certains autres cas à devenir parasitaire. La preuve vient d'être donnée récemment par une société coopérative, les Compagnons du film, qu'un groupe d'artistes, d'artisans, peut fort bien, sans intermédiaire, trouver de l'argent et réaliser un film. De telles coopératives apporteraient sans aucun doute un remède aux servitudes capitalistes qui grèvent le cinéma. Rien de plus éloigné, on le voit, d'une étatisation totale du cinéma, dont M. Richebé voudrait que je fusse le défenseur, alors que j'ai 100 fois, depuis 14 ans, dénoncé les périls de cette étatisation. Je regrette, pour ma part, que les créateurs du cinéma n'aient pas, jusqu'ici, étudié plus attentivement les possibilités de ces coopératives. Il est vrai que M. Richebé est un peu là pour leur barrer le chemin. Les compagnons du film se sont vus flanqués par ces soins, en cours de réalisation, de 2 producteurs qui ne leur ont pas apporté un centime, ne leur ont pas consacré 1 minute de travail, mais n'en prélèveront pas moins un pourcentage fort coquet sur les recettes de leur spectacle. Comment ne reconnaîtrait-on pas là les méthodes du capitalisme le plus stérile et le plus vorace ? Nous sommes de plus en plus fondés à croire que M. Richebé s'est hissé jusqu'à ses fonctions directoriales pour y servir un capitalisme cinématographique dont la citadelle, comme par hasard, se trouve à Vichy. Quoi qu'il en soit, la thèse de M. Richebé est incompatible avec les véritables intérêts du cinéma français. Dans une production aussi réduite que la production française de cette année, il est évident que la qualité doit compenser la quantité. Si M. Richebé répond qu'il voit plus loin, qu'il prépare un prochain avenir, on peut affirmer que cet avenir bouleversera de fond en comble sa petite épicerie, ridiculement anachronique devant les énormes problèmes techniques, couleurs, télévision, qui bientôt se poseront pour le cinéma français. Ce cinéma que M. Richebé rêve de maintenir dans la plus grossière routine. J'ai reçu, ces jours-ci, un tract clandestin, rédigé par quelques cellules communistes du cinéma, et où l'on s'occupe aussi de la question Richebé. Je n'éprouve aucun embarras à me trouver d'accord sur plus d'un point avec les rédacteurs de ce tract. Ce sont les Richebé et ses pairs qui créent le communisme. J'ai reçu encore, par les soins d'amis connus ou inconnus, une vingtaine d'exemplaires, si ce n'est pas davantage, d'un texte qui, lui, n'est pas anonyme. C'est une interview que M. Roger Richebé donna en novembre 1938 pour Le Jour du Juif Itkowski. M. Richebé, interrogé sur l'état de notre cinéma, a répondu « Le cinéma français est à la merci de n'importe qui. Il faut remédier à ce déplorable état de choses. Comment ? En plaçant à la tête de notre corporation un homme indépendant, qui n'appartient pas au cinéma. Ce super arbitre serait au-dessus de la mêlée. Il n'aurait pas à penser à ses propres affaires et pourrait jouer un rôle très utile dans la réorganisation du cinéma français. Monsieur Richebé, producteur, distributeur et exploitant en activité, peut-il être cet arbitre ? Un homme indépendant, ajoutait-il, a les meilleures chances de se faire obéir. Monsieur Richebé ne se rappelait peut-être pas très bien ces sages propos. Je crois bon de lui rafraîchir la mémoire. Il s'expliquera mieux ainsi certaines clameurs et certaines rébellions. Cette croisade anti-Richebé, menée par François Vineuil, trouvera son épilogue dans un post-scriptum ajouté à un article du 21 avril 1944, texte intégral. Comme nos confrères quotidiens l'ont déjà annoncé, M. Roger Richebé vient de se démettre de ses fonctions de directeur intérimaire du comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Les lecteurs de Je suis partout, les amis de notre journal et du cinéma n'auront pas manqué d'accueillir cette nouvelle avec tout l'intérêt qu'elle mérite.